Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale où je vais vous parler de mon expérience en gestion de fortune. Plusieurs d'entre vous m'ont déjà demandé dans les commentaires de me présenter, d'en savoir un peu plus sur qui je suis. Alors certains d'entre vous le savent déjà, je m'appelle Célia. J'ai travaillé par le passé dans plusieurs entreprises, toujours autour de la gestion de patrimoine, de l'investissement. J'ai monté aussi ma propre boîte, je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo. Là, je voulais vous parler de ce que j'ai appris en travaillant en gestion de fortune. J'ai travaillé dans des places financières que certains appelleraient des paradis fiscaux, sur de l'optimisation fiscale et aussi sur de l'investissement. J'ai vu notamment un petit aperçu de ce qui se faisait côté investissement en bourse et c'est de ça dont je vais vous parler. J'espère que ça va vous intéresser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je y répondrai éventuellement dans une autre vidéo et on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, avant de démarrer, pensez à liker cette vidéo, c'est important pour la visibilité de la chaîne, je bug. Autre chose aussi, bien sûr, comme d'habitude, je ne donne pas de conseils en investissement, faites vos recherches avant d'investir, etc., etc. J'ai pas trop de plans pour cette vidéo, donc ça va être un peu dans tous les sens. Vous m'excuserez, je vous mettrai des timestamps sur la vidéo pour que vous puissiez vous repérer un peu et passer au sujet qui éventuellement peut vous intéresser. Premier enseignement, c'est se former. Ça peut paraître bateau, mais j'ai travaillé dans un endroit où on avait des clients fortunés et il se trouve que parmi ces clients, il y avait une famille qui avait gagné au loto et qui ne savait absolument pas gérer son argent, qui avait fait appel à l'aide de professionnels pour le faire. Mais le problème, c'est que des professionnels ne sont pas derrière vous pour vérifier ce que vous faites avec votre carte bleue tous les jours. Et il se trouve que cette famille-là dépensait énormément, trop, par rapport à ses moyens. Et ça, c'est un premier point. Vous pouvez avoir le niveau de fortune que vous voulez, vous pouvez avoir le niveau de revenu que vous voulez. Si vous ne savez pas gérer votre argent correctement, si vous ne prenez pas les bonnes habitudes de gestion financière, votre fortune peut disparaître du jour au lendemain. Peut-être pas du jour au lendemain, mais en quelques temps sans même que vous vous en rendiez compte. Et sur ce sujet-là, de bien gérer ses investissements, prendre de bonnes habitudes, automatiser ses finances, automatiser son épargne, mettre de côté, se payer soi-même chaque mois, ce sont des habitudes à prendre vite et même si on a des faibles revenus, ce sera des habitudes qu'on gardera plus tard. Peu importe ce qui nous arrive financièrement. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait un peu marqué et on voyait vraiment l'impuissance de... On peut avoir tous les conseillers, les meilleurs qui soient, ça rattrape pas une mauvaise gestion financière de base et de mauvaises habitudes financières. Deuxième enseignement, là c'est une observation qui est très personnelle, qui est très liée à mon expérience et peut-être que d'autres personnes qui auraient travaillé en gestion de fortune n'auraient pas la même expérience. J'ai souvent remarqué que les personnes qui ont plusieurs dizaines de millions de patrimoine ont construit ce patrimoine en concentrant leur stratégie sur un faible nombre de paris. Et souvent, ce faible nombre de paris, ça va être tout simplement l'entrepreneuriat. Des gens qui ont lancé une boîte, qui ont monté une boîte, qui ont eu du succès avec cette boîte-là, qui ont gagné beaucoup d'argent et qui ensuite font appel à des professionnels de la gestion de fortune pour pérenniser ce patrimoine-là qu'ils ont créé en concentrant leurs paris. Cette idée de concentration aussi, vous la voyez chez plusieurs gros investisseurs, notamment si vous vous intéressez à la bourse. Évidemment, vous connaissez Warren Buffett. J'ai fait une vidéo sur le sujet, sur comment il avait gagné son premier million de dollars en bourse. Et on voit qu'en fait, il a énormément concentré ses paris dans le début de sa carrière d'investisseur, dès tout jeune, dès 11 ans. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent. On parle, quand on parle d'investissement, beaucoup de diversification, mais en fait, si l'objectif est de créer un patrimoine important vite, le mieux c'est au contraire de concentrer, de miser sur ses forces et de faire levier dessus, de faire un maximum de levier sur ses forces. Et en général, le levier qu'on va trouver, c'est l'entrepreneuriat. Ça peut être aussi l'immobilier. Le bras droit et l'associé de Warren Buffett, Charlie Munger, par exemple, a construit en partie son premier million avec des opérations de promotion immobilière. Il construisait et revendait des logements.
Mais là, ça s'assimile aussi à l'entrepreneuriat, finalement, c'est un entrepreneur dans le bâtiment. Donc, concentrer pour construire sa fortune, mais ensuite, pour la préserver, il faut diversifier. En tout cas, c'est ce que j'ai observé. Diversification avec souvent des investissements assez conservateurs. Enfin, conservateur, je m'entends, dans le portefeuille en bourse, on avait quand même pas mal d'actions, à peu près un tiers du portefeuille en actions, 25% obligations, 25% de cash, et ça c'est le troisième enseignement, une forte proportion de cash dans le portefeuille financier pour pouvoir saisir des opportunités, et le reste en investissement type immobilier, à travers des sociétés foncières cotées, et type hedge fund, stratégie un peu particulière. Donc une répartition assez conservatrice pour préserver tout simplement le patrimoine. Ce sujet-là de préserver le patrimoine, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les clients fortunés. Parce qu'il y a l'idée de passer cette fortune de génération en génération et de l'argent qui n'est pas placé. Si vous avez des millions et des millions sur un compte courant, ça vous coûte juste en frais bancaires, mais aussi l'inflation qui ronge votre épargne peu à peu. Donc vous êtes obligé de placer sur des supports financiers. L'objectif n'est pas forcément de faire plus 50% sur l'année, non pas du tout. C'est d'avoir un rendement classique, ça dépend des clients, mais un rendement qui est déjà équivalent à celui du marché, c'est bien. L'idée n'est pas, pour résumer, de surperformer le marché à tout prix. Donc pour ça, comme je vous ai dit, on diversifie les classes d'actifs, actions, obligations, immobilier. On diversifie les zones géographiques aussi. Sur les clients, je lisais tout à l'heure un article qui disait que souvent on a un biais géographique et que les investisseurs ont tendance à investir sur les marchés géographiques qu'ils connaissent. Les Français aiment bien investir en France et c'est vrai que dans les commentaires, j'ai souvent des personnes qui me demandent de parler d'actions françaises et je parle surtout d'actions américaines, donc j'ai pas ce biais-là. Et j'investis beaucoup sur des actions américaines, donc j'ai pas ce biais-là, mais c'est vrai que c'est un biais qui se retrouve souvent. Je le vois souvent sur les forums et c'est quelque chose qui se retrouvait aussi là où j'ai travaillé. Donc beaucoup d'actions européennes, clients basés en Europe, plutôt mid-cap et large-cap. Un tout petit peu d'actions américaines, un tout petit peu d'obligations américaines aussi, et sur l'immobilier, des fonds exposés à l'international. Sur l'immobilier papier, j'entends, pas l'immobilier physique, sur lequel j'ai travaillé en particulier, mais ça j'en parlerai pas dans cette vidéo, j'en parlerai éventuellement si ça peut vous intéresser. Mais comme la chaîne est très orientée bourse, je vous parle pas d'autres classes d'actifs, mais si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Tout ce qui est finances personnelles, immobilier, etc., c'est ma passion. Donc il n'y a pas de souci, si vous voulez que je vous en parle, ça sera avec plaisir. Je sais plus où j'en suis du coup, si j'en suis au point 4 ou au point 5. Autre chose que j'ai observé, que je ne suis pas forcément moi sur mes investissements, c'est de faire attention à la situation macroéconomique pour pouvoir rééquilibrer le portefeuille en fonction de la situation, mettre un peu plus d'obligations, mettre un peu plus d'actions, s'exposer un peu plus à tel secteur géographique, etc. Ça je le fais pas sur mon portefeuille, tout simplement parce que j'ai un mix ETF et actions que je prévois de détenir sur le long terme. J'ai pas une approche très opportuniste et j'ai pas une approche où je vais me dire je vais faire attention à tout ce qui est rotation sectorielle, etc. Ça je le fais pas. Peut-être que c'est un tort, mais en tout cas je le fais pas. Là où j'ai travaillé, on faisait attention à ça. Mais en même temps, on est payé pour ça, pour surveiller ce qui se passe et pour exploiter au maximum les opportunités de marché. Donc vous pouvez prendre des positions par exemple pour tirer profit de l'appréciation d'une devise par exemple. Mais ça, à mon sens, ça a un intérêt que si on a un patrimoine élevé à placer et qu'il y a vraiment des sommes significatives à gagner avec ces paris-là. Parce que pour un investisseur particulier qui a quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros à investir, je crois pas que ce soit très efficient, on va dire, d'aller dans ce détail de minutie pour aller chercher vraiment les meilleurs arbitrages à faire. Si vous lisez sur l'investissement financier, vous savez que l'investissement passif est souvent la meilleure chose à faire. Donc l'investissement à travers des ETF, moi je mixe les deux, voilà, mais je mixe les deux entre investissement passif à travers des ETF et stock picking, mais aller vraiment chercher l'optimisation avec
on réarbitre le portefeuille sur du secteur financier, etc. Je pense que c'est beaucoup de perte de temps pour un investisseur classique qui n'a pas envie de s'embêter, qui n'a pas envie de passer des heures et des heures à analyser la situation macroéconomique et plein d'actions sur plein de secteurs différents aussi. Autre chose que j'ai observé, c'est le fait de rééquilibrer le portefeuille constamment. Je vous le disais, il y avait une certaine répartition entre les différentes classes d'actifs, donc un tiers actions, 25% obligations, 25% cash, etc. Et au sein de ces classes d'actifs, donc dans les actions par exemple, on avait une ligne action européenne mid-cap par exemple, actions US, etc., etc., et des fonds dans tel ou tel secteur d'activité. Et chacune de ces lignes en fait avait un certain poids dans le portefeuille et n'était pas censée dépasser un certain poids dans le portefeuille. Donc à partir du moment où le poids baissait ou augmentait, on pouvait être amené à rééquilibrer en fait la place de chaque classe d'actifs ou de chaque ligne en particulier. Enfin, autre chose que j'ai vu, tout à l'heure je vous disais que personnellement j'ai un mix entre des ETF et du stock picking pour aller un peu booster mon portefeuille et aller chercher des actions qui potentiellement peuvent largement surperformer leur indice de référence. Et j'ai observé aussi, où j'ai travaillé, un mix entre une approche conservatrice où on avait un portefeuille très cadré, très diversifié, sur la majorité en fait des investissements et ce portefeuille là en fait constituait la majorité des investissements et on gardait quand même un peu de cash pour aller chercher des opportunités un peu plus risquées et un peu plus nerveuses sur des actions individuelles et notamment en se positionnant à travers des options, en pariant en fait à la hausse ou à la baisse sur des actions en particulier. Tout ça tout simplement pour booster aussi le rendement global du portefeuille. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi, alors pas forcément en achetant des options, c'est pas forcément conseillé à des investisseurs particuliers, à des investisseurs individuels, il y en a beaucoup qui le font, mais je sais que je suis pas la seule à avoir par exemple un mix entre ETF en me disant je profite des intérêts composés, etc. sur la durée, j'investis sur plusieurs dizaines d'années et logiquement je devrais avoir un portefeuille qui grossit au fur et à mesure puisque sur le long terme le marché boursier est censé monter, en tout cas c'est ce qu'il a fait historiquement, et une partie du portefeuille un peu plus opportuniste avec des paris à moins long terme. Ça peut être des paris sur plusieurs années, mais en tout cas, on n'est pas sur la même approche et pas sur la même philosophie que des ETF. Des actions individuelles qui, là, vont être là pour booster un peu tout ça et essayer d'aller chercher une surperformance. Certaines personnes aussi font des paris comme ça, entre guillemets. J'aime pas ce mot, mais c'est un peu ce que c'est quand même. Sur les cryptos en se disant peut-être que sur quelques années je vais réussir à multiplier mon investissement sur les cryptos par 2, par 3, par 10, voire plus. Voilà ce que j'ai appris en travaillant en gestion de fortune et qui peut peut-être vous servir pour la gestion de votre patrimoine financier. J'ai appris aussi d'autres choses sur la fiscalité, je vous disais, sur l'immobilier aussi, des choses qui sont pas intuitives. Par exemple, si vous suivez les gourous de l'immobilier sur YouTube, enfin je dis ça, mais on peut me considérer comme un gourou de la bourse, on peut m'appeler aussi gourou de la bourse, mais si vous les suivez, vous allez voir souvent qu'on vous dit que vous pouvez aller chercher et trouver des rendements de 10%, 15% brut sur un immeuble, ce qui est vrai, ce qui est possible. Quand on a plusieurs dizaines de millions d'euros à placer, c'est pas ce genre de rendement qu'on va aller chercher, c'est pas ce genre de rendement qu'on va trouver. En tout cas, si on veut investir sur des actifs de qualité, donc ça peut être des immeubles de bureaux, des hôtels dans des grandes villes, on va pas du tout être à 10-15%. Non, pas du tout. Donc les personnes qui ont des dizaines de millions d'euros à investir, ils n'ont pas forcément des meilleures opportunités en termes de rendement que vous et moi sur l'immobilier, j'entends. Autre chose, sur la répartition du patrimoine. Ça m'avait surpris au départ de voir à quel point le patrimoine de ces personnes était composé majoritairement d'actifs financiers et très peu d'immobilier en proportion. Et il y a plusieurs raisons à ça, mais bon bref, on va pas, je vais pas m'étendre là-dessus aussi. Pour côté fiscalité aussi, on pourrait dire plein de choses, mais bon voilà.
Voilà ce que je voulais vous dire, en tout cas sur les investissements financiers. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez des questions, si vous aimeriez que j'aborde d'autres sujets. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper de mes futurs contenus. On se retrouve très vite et en attendant, je vous laisse avec une autre vidéo. Ciao!